Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La draft NBA 2023 vient tout juste de se finir et comme chaque année, on va se faire un petit récap du top 30 en vous présentant tous les garçons sélectionnés. On va avoir quelques highlights, parler des forces, des faiblesses de chacun et on aura une petite comparaison avec un joueur actuel ou all-time. On perd pas plus de temps, le top 30 de la draft 2023, c'est maintenant. On démarre avec le premier garçon choisi lors de cette draft 2023, sans surprise, Victor Wembanyama. On ne le présente plus, intérieur français immense qui fait parler de lui depuis pas mal de temps maintenant. On a vu une saison magnifique avec les Mets 92 que j'ai eu la chance de suivre en vrai. Un passage par Vegas pour détruire la Team Ignite en plein milieu de la saison. En quelque sorte, tout a été mis en œuvre pour qu'il se montre aux yeux des Américains et ça a marché de ouf. Mais s'il y a bien un mec responsable de ce succès, c'est Victor lui-même. On a un combo taille, longueur de bras, mobilité qui est absolument dingue et qui permet de faire des trucs de fou des deux côtés du terrain. Il peut tenir sur des extérieurs rapides et contrer des tirs très loin du panier, protéger son cercle et dissuader comme personne. Pour un mec de 19 ans, franchement, c'est déjà énorme d'avoir un sens du timing comme ça. Par contre, il doit absolument s'épaissir un peu sans pour autant perdre en mobilité. Parce que quand tu vas affronter du Joel Embiid, du Nikola Jokic, etc., ça va pas être très drôle. On peut aussi espérer une meilleure sélection de shoot, car il force parfois un peu le jeu, mais c'est déjà énorme d'avoir une palette aussi complète. Pull-up à 3, fade away, drive, il sait déjà faire pas mal de choses. C'est très dur de le comparer avec un joueur NBA franchement, parce que le mec est tout simplement unique. Mais si on devait extrapoler un peu, il y a du KD, un peu de Porzingis, un peu de Gobert. C'est pas mal. On continue avec le numéro 2 de cette draft 2023, Brandon Miller. Beaucoup de gens l'attendaient du côté de Portland, mais c'est bel et bien Charlotte qui a voulu tenter le pari. Brandon Miller donc, Alabama, un joueur qui se dessine plutôt vers le poste 3. On peut l'imaginer 4 par moment, 5 ça me paraît trop compliqué. La qualité évidente quand on le voit jouer, c'est son shoot. Alors là je me fais pas de soucis pour lui, il va avoir un rôle en NBA. 3 points, mid-range, ok, mais bon, près du cercle, c'est pas encore trop ça. C'est assez douteux parfois lorsqu'il faut finir au contact, mais je peux comprendre qu'on le compare à Paul George en soi. Défensivement par contre on en est encore loin. Il a les qualités physiques pour, mais actuellement c'est limité. On peut dire que c'est un joueur polyvalent qui va se donner corps et âme sur le terrain. On a une belle capacité au rebond, on a aussi vu beaucoup de belles transitions offensives où c'est lui qui remonte la balle. Il y a beaucoup de talent chez ce joueur. Le gros point noir de Brandon Miller, et attention à ça parce que ça peut jouer des tours dans la ligue, c'est l'extra sportif. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de l'affaire. Brandon a donné à l'un de ses coéquipiers une arme à feu qui a servi dans une fusillade et qui a touché mortellement une jeune femme de 23 ans. Même s'il n'était pas directement responsable de cet acte, ça reste grave. Numéro 3 de cette draft 2023, qui va débarquer à Portland, on retrouve Scoot Henderson. C'est un vrai dragster qui a un potentiel, là aussi, qui crève l'écran. Il nous vient de la G-League Ignite, donc on a déjà un aperçu global de ses qualités et de ses défauts face à des joueurs confirmés. Ça fait 2 ans déjà qu'il jouait là-bas et on peut dire qu'il a fait une grosse impression. Dans une draft classique, entre guillemets, il aurait pu être numéro 1 tous les jours. Scoot, c'est tout d'abord un finisseur génial qui a la capacité d'aller encaisser les coups et écraser le défenseur adverse. Mais il a aussi un petit toucher très impressionnant et c'est sûrement ça qui me fascine le plus. Le fait de le voir super bien s'adapter à la situation, ça fait la diff. J'aime beaucoup aussi ses petites feintes de corps, changements de rythme qui sont dévastateurs avec un premier pas aussi rapide. La classique départ main droite en sprint et bim, je fais sauter le défenseur, je vous le dis ça va faire mal. Après c'est le problème avec ce genre de profil, plus on s'éloigne du cercle, plus ça se complique. 27,5% à 3 points, c'est pas possible sur la durée. Et on avait le même constat en début de carrière pour des Ja Morant, Derrick Rose, etc. Et finalement c'est devenu pas si mal au fil du temps. A voir ce que ça pourra donner défensivement, parce qu'il a le coffre, il a le côté athlétique, mais en 1v1 parfois il y a quelques trous. Et pour compléter son profil, ce qu'on doit mentionner, c'est sa capacité à créer. Pour lui d'une part, mais aussi pour les autres. C'est pas mal du tout.
On a de la distribution dans les corners ou sur pick and roll. Globalement, c'est solide. On poursuit, 4e de cette draft 2023. On va s'intéresser à Amen Thompson. Un combo garde très grand pour son poste, très longiligne, limite frêle on peut le dire. Ce qui détonne chez lui, c'est avant tout sa détente et son premier pas dévastateur. Tu te laisses déborder même juste un peu et il est capable de monter au dunk ou alors de finir au contact. Malgré son physique un peu léger, il a pas du tout froid aux yeux ce garçon. On va commencer à rentrer dans le dur par contre avec la chose qui fâche, le shooting. Ah, il a une mécanique de tir que je qualifierais d'assez douteuse avec une réussite très basse, donc il sait sur quoi il doit travailler. Il y a aussi les choix qui sont à revoir. C'est très bien de réussir des passes funky ou des passes où tu t'ajustes en l'air, mais le but c'est d'être efficace quand même. Pour revenir sur du positif, quelque chose qui m'hallucine complètement, c'est son toucher. Ah, je vous le dis, on dirait presque Kyrie Irving sur certaines séquences. La petite main qui se retire au dernier moment, la délicatesse du ballon qui vient mourir dans le filet. Ah, je suis pas loin d'être amoureux. Après, on connaît, c'est l'overtime elite, ça vaut ce que ça vaut. Donc on attend de voir la transition en NBA, et c'est pour ça aussi que je n'ai pas trop mentionné le côté défensif. On a vu des éléments super prometteurs, des trous d'air, mais est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions au vu des joueurs en face? Pas sûr. Récupéré en 5e place par Détroit, on s'attaque au deuxième jumeau des frères Thompson, Ausar. Comme le frangin, on est sur du 2 mètres, 90-95 kg. Lui est un tout petit peu plus long, un tout petit peu plus lourd, mais ça se joue vraiment à rien. Mais dans le jeu, ça se ressemble énormément. Ce qui est le plus évident, c'est le côté athlétique, où l'un comme l'autre, ça monte tête à l'arceau avec une facilité. Ausar est aussi un playmaker très intéressant. Ça peut se créer son tir, il y a quelques kick-out bien sentis dans les corners, mais on l'imagine plus sur un poste 2-3, là où Amen peut jouer meneur. C'est aussi un bien meilleur défenseur. Surtout sur l'homme en vérité, où la mobilité latérale du garçon plus sa longueur lui permettent de devenir très embêtant quand il est concentré. En revanche, le tir, c'est toujours aussi dégueu. Et pour qu'on puisse le considérer comme un vrai 3&D capable, il va falloir développer ça très rapidement. Et c'est peut-être pour ça qu'Ausar était de base un peu plus bas dans les mock drafts. Il a un style plus arrière-ailier, là où son frère, en tant que grand ball handler première option, a un profil un peu plus rare, qui a peut-être besoin de moins de shooting. Drafté en 6e position, Anthony Black. C'est un garçon qui pourra sans problème jouer poste 2 au besoin, un gars bourré d'envie, qui se donne à fond sur le terrain, parfois un petit peu trop d'ailleurs. Sa présence se remarque beaucoup en défense, où il a des mains très actives, un peu comme un José Alvarado par exemple. Mais la comparaison s'arrête là. Il est beaucoup plus grand, c'est un playmaker solide, il a de belles aptitudes en drive, ça finit bien des deux mains. Voilà. On a aussi des petits flashs sur pick and roll, c'est pas mal mais il peut encore faire mieux. À mon sens, on voit beaucoup de ballons perdus assez bêtement. Ça reste un joueur qui joue essentiellement sur de la finition proche du panier, et ça peut se comprendre parce que finalement, dès qu'on s'éloigne un peu, ça se complique. Pas tellement de flotteurs, je vous parle même pas du 3 points qui pour l'instant est loin d'être sûr. Pas de doute, va falloir travailler là-dessus pour devenir une vraie menace derrière l'arc, le Magic en a besoin, lui en a besoin, et tout ça me fait vachement penser à Josh Giddey quand il est arrivé dans la ligue. C'est un joueur vachement intelligent sur le terrain et je me fais pas de doute sur le fait qu'il puisse se fondre assez rapidement dans le collectif du Magic. Un autre Français dans le top 10, ça fait plaisir. Avec le compère de Victor Wembanyama au Mets 92, Bilal Coulibaly. On avait hâte de savoir où monsieur allait atterrir et ce sera finalement Washington. Bilal a vraiment vu sa cote monter ces dernières semaines, il a montré de super belles choses en playoff de Betclic Elite. Forcément, ça a tapé dans l'œil de pas mal de gens. Avec Bilal, on achète déjà un jeune joueur hyper athlétique. Je peux vous en parler parce que je l'ai vu pas mal jouer, la détente est très impressionnante. Mais il n'y a pas que ça. Il a un petit côté pitbull défensif, capable d'embêter à peu près tous les types de joueurs sur le terrain, des bras encore une fois immenses, et pareil, les lectures sont vraiment pas si mal que ça. C'est un prospect assez intriguant. Sur le papier, les stats ne sont pas hyper ronflantes, surtout le 20% à 3 points qui fait très mal. Mais les Wizards sont prêts à parier sur son potentiel.
Faudra sûrement être patient avec Bilal. Peut-être qu'il ne va pas exploser tout de suite, mais il faudra pas parler d'échec. Une fois qu'il aura développé son tir, sa mécanique qui est aussi assez lente, il y aura une place pour lui dans cette ligue. Pour revenir au jeu en général, c'est un gars malin qui fait de très bonnes coupes vers le panier. On sait que c'est important surtout pour les shooters moyens. Et j'aime bien la vitesse qu'il va mettre dans ses courses. Pour moi, ça va surtout être une question d'adaptation au jeu de la NBA, mais je suis super confiant. On va enchaîner avec Jarace Walker, drafté en numéro 8 par les Indiana Pacers. Encore une fois, gros physique avec une mobilité assez folle, on va pas se mentir. Jarace peut dès maintenant défendre à peu près tous les postes. Il fait de très bonnes rotations, de très bonnes aides, et ouais, globalement, son sens du placement lui permet de s'imposer comme un vrai patron. Et comme la plupart des joueurs qui arrivent dans la ligue actuellement, il a de très longs bras. Il sait faire pas mal de choses, mais par contre, on va commencer à rentrer dans ce qui fâche. Il est pas très fort en finition contestée. Et c'est vraiment dommage, parce qu'un mec de cette carrure se retrouve très souvent sous le panier. Le shoot est, comment dire, pas très académique, même si ça rentre de temps en temps. Faut voir, est-ce qu'il peut devenir un joueur constant à ce niveau-là? J'ai quelques doutes. Lui va naturellement s'orienter vers le poste 4, voire le poste 5, je pense que c'est possible. C'est une sorte de John Collins qui défend un peu plus. Même si c'est pas forcément ce qu'on va lui demander, travailler un peu son jeu de passe pourrait être intéressant et aussi ses lancers francs. Pour l'instant, c'est vraiment trop crade. Et s'il joue intérieur, ce serait dommage de gâcher des points faciles. J'aime beaucoup Taylor Hendricks, choisi en 9 par Utah. Il est très grand, très fin aussi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs comme ça dans cette draft. Et il a des qualités super intéressantes pour la NBA moderne. Première chose, faut mentionner sa protection de cercle. Il est énorme en deuxième rideau. On peut même dire que c'est sa défense au global qui va faire chier du monde. Il peut aisément garder aussi bien des ailiers que certains pivots. Ça pourra s'adapter selon le profil des mecs en face. Mais c'est aussi un garçon très adroit de loin. Il tournait à plus de 39% cette saison et ça va lui donner direct une place dans la ligue, ça c'est sûr. On reste un peu sur notre fin en attaque, où il y a 17 points par match, donc c'est pas ridicule. Mais allez, avec des capacités physiques comme ça, il doit être meilleur dans la peinture. Et pareil, c'est pas le genre de joueur à qui tu demandes de tenir le ballon. Le handle est moyen, la protection du ballon pareil, donc il y a encore une bonne marge de progression. Je trouve que c'est le genre de joueur qui va fit parfaitement dans un collectif. C'est du Jared Vanderbilt avec un 3 points, Jaden McDaniels, un peu ces gars-là. Mais pris aussi haut, j'espère pour lui qu'il aura un gros rôle et qu'on le verra développer d'autres skills plutôt que rester sur un 3&D. En numéro 10, Cason Wallace de Kentucky. Un meneur avec un gros potentiel, capable de bien péter en NBA. On sait que sur les dernières années, des guards de Kentucky ont été énormes alors qu'ils ont été plutôt pris en fin de premier tour. Donc, à garder en tête quand on parle de Cason Wallace. Monsieur est un gros défenseur extérieur. Je vais me mouiller, c'est peut-être l'un des meilleurs de la QV. Il est rapide, il gère bien ses appuis et il est bourré d'envie. Il a un jeu off-ball très intéressant qui fera le bonheur d'une équipe avec un ball handler établi, donc ok ici c'est parfait. Mais balle en main c'est loin d'être ridicule. Il y a du pick and roll, création de shoot, c'est vraiment pas mal. Je trouve qu'il doit encore travailler sur la séparation qu'il doit mettre avec le défenseur. Trop de fois je l'ai vu aller au contact avec des joueurs plus costauds, voire plus grands, et il réussit pas du tout à s'imposer. Du coup il essaie de caler un peu de flotteur pour pallier à ça, mais ça manque cruellement d'efficacité. C'est un petit point d'alerte sur son scoring en général finalement. Il y a une base de travail, mais faut bosser. J'aime assez bien le parallèle avec Marcus Smart. Je l'ai dit plus haut, off-ball c'est pas mal, ça catch and shoot bien, mais il faut un meilleur tir après un dribble pour avoir un côté un peu plus menace derrière l'arc. J'aime bien le fit avec OKC, ce sera sûrement un remplaçant qui aura pas mal de temps de jeu. S'il se développe bien, j'ai hâte de voir. On enchaîne maintenant avec le premier gros sniper de cette draft, choisi en 11, Jet Howard. Jet est un guard / ailier, grand, assez costaud, qui a été choisi un peu plus haut que ce qui était annoncé dans les mocks. Pour la petite histoire, c'est le fils de Juwan Howard. Papa était un gros joueur NBA et c'était son coach à Michigan cette année. Et ouais, on a vu un joueur capable de totalement prendre feu à 3 points et enchaîner les tirs.
Surtout en catch and shoot, il est vraiment fort. Il y a un petit potentiel de playmaking que j'ai pu voir dans ses matchs, mais ce serait pas le truc que je mettrais en avant en premier chez lui. On peut le considérer comme quelqu'un qui va venir fluidifier le jeu de son équipe. Il n'a pas tout le temps l'assist au bout, mais il fait souvent l'avant-dernière passe. Il va devoir bosser la défense, qui par moment va être ok, mais on ne peut pas se contenter d'un mec sur courant alternatif. Et on a besoin d'un peu plus de mordant, un peu plus de hargne. Au rebond surtout, c'est pas toujours ça, alors qu'il fait plus de 2 mètres. Après, je me dis qu'à Orlando, avec des joueurs qui font entre 2m5 et 2m10 dans tous les coins, ça ira quand même. Il est vrai que cette draft 2023 n'est pas une draft remplie de pivots. En 12e position, on a enfin un poste 5 avec Dereck Lively. Pensionnaire de Duke cette année, on a là un rim runner typique avec de grosses aptitudes en défense, mais une palette offensive un peu limitée. Enfin, faut dire qu'il n'a pas trop eu de ballon à se mettre sous la dent cette saison. On va commencer par ses points forts, avec en premier la protection de cercle. Physiquement, il a tous les atouts pour devenir élite dans ce domaine. Il est très grand, ça aide, il est très long, et si on ajoute à ça le petit combo détente-explosivité, je l'imagine bien nous lâcher quelques dingueries. C'est un défenseur plutôt intéressant au global. Alors je vous dis pas que ça va pouvoir défendre sur des joueurs extérieurs, mais niveau mobilité c'est pas si mal. Faudra absolument qu'il devienne un peu plus propre dans son jeu. Cette année, il était dans le top 10 des joueurs ayant commis le plus de fautes parmi tous les joueurs à l'université, avec seulement 20 minutes de temps de jeu par match. Je m'interroge quand même sur son rôle dans la ligue. Je comprends son apport défensif, pas de souci, mais en attaque, il y a beaucoup trop de choses à travailler. Le tir, que ce soit 3 points ou à mi-distance, même si apparemment il aurait fait une très bonne draft combine à ce niveau-là, le toucher proche du panier et surtout son implication dans le jeu au global. Honnêtement, il peut avoir une carrière à la Willie Cauley-Stein dans le pire des cas ou à la Tyson Chandler. 13e position, on retrouve un autre gros sniper avec Grady Dick. Bon bah pas de suspense, tu peux tout de suite le mettre dans une équipe et le gars va contribuer. Comme on le dit souvent, on n'a jamais trop de shooters dans une équipe NBA. Grady est un joueur qu'on peut trouver facilement en transition, peut dégainer très vite en mouvement comme à l'arrêt, et en ce sens, on peut le comparer à une espèce de Kevin Huerter, Luke Kennard dans le style. C'est aussi un joueur qui va faire beaucoup d'efforts sur le terrain. Alors il ne deviendra certainement pas un défenseur élite, mais au moins il a le mérite de se la donner. Et pour compenser ces petits défauts-là, il a besoin de s'épaissir un peu et de travailler sur ses appuis, parce que ça se remarque assez facilement, il est très lent sur les départs arrêtés. Sinon, au niveau des lectures, je le trouve pas si mauvais. On ne lui demandera pas de devenir un créateur balle en main, pour l'instant il n'en a pas les capacités ni le besoin, mais un meilleur handle et un meilleur contrôle du ballon, ce sera forcément utile. On a parlé de Grady Dick, on a parlé de Jet Howard en bon gros sniper dans cette draft. Je vous présente le numéro 14, Jordan Hawkins. Déjà petite info, il a fini vainqueur du tournoi NCAA de cette année, donc c'est sympa de voir cette petite ligne dans son palmarès. Surtout qu'il a été plutôt bon. 39% de réussite derrière l'arc cette saison pour cet homme qui a vraiment fait un grand pas en avant entre son année 1 et son année 2. La mécanique de tir est absolument délicieuse, avec le poignet bien cassé, il déclenche assez vite et ça c'est fort appréciable. Et ce n'est pas le genre de joueur que tu planques juste dans un coin. Un peu comme le faisait JJ Redick, il peut pull-up derrière un écran et derrière faire ficelle. Et le problème se situe peut-être là. Quand il reçoit une passe, il est super efficace, mais en tant que créateur d'espace, c'est moins évident. Il n'a pas encore assez montré qu'on pouvait lui laisser la balle en main pour trouver son propre tir ou faire briller les autres. Le physique pourra aussi s'avérer être un frein. C'est très léger pour l'instant, j'espère qu'il va prendre quelques kilos pour mieux encaisser le contact et continuer sa provocation vers le panier. Pour finir, petit mot sur sa défense. C'est pas élite, mais c'est suffisant avec quelques bonnes rotations et notamment une envie qui se ressent pas mal quand on le voit jouer. On arrive désormais au pick numéro 15 de cette draft avec Kobe Bufkin. C'est un meneur très classique physiquement. 1m92-13, un corps un poil trop léger actuellement, mais un talent de fou. Ce qu'il faut mettre en avant chez lui déjà, c'est sa finition près du panier. Je sais pas si on se rend compte, mais pour un poste 1, 70% de réussite près du panier, normalement c'est des stats d'intérieur ça.
Il est super fluide, c'est bien utiliser ses deux mains, ça c'est super cool. Alors c'est sûr, il y a encore un petit bout de tir extérieur à travailler, mais quand on regarde l'évolution entre son année 1 et son année 2, c'est super encourageant. Défensivement, je le trouve très solide, il se fait pas souvent passer, il y a des mains actives, des bonnes aides, de ce côté-là ça va. On a quelques petites interrogations, surtout en attaque et à la création. Certes, il joue bien sur pick and roll, mais ça manque un peu de créativité. Il pense encore trop au scoring et pas assez aux copains. Et pour finir, je mentionnerai son jeu en 1 contre 1 qui n'est pas au point pour la NBA. Savoir contribuer même quand le système ne marche pas, c'est ça aussi la marque des grands joueurs. Pour le deuxième pick du Jazz en numéro 16, on a pu retrouver Keyonte George. Son nom vous dit peut-être quelque chose, c'était une des top recrues en sortie du lycée. Malheureusement, sa saison a été moyenne. Il jouait à Baylor, donc c'est quand même une grosse fac. Il avait de bons joueurs autour de lui, mais ça ne l'a pas empêché de mettre sa petite quinzaine de points par match. C'est un arrière un peu type Bradley Beal. Un joueur capable de porter le ballon quand on a besoin de lui, s'écarter et jouer off-ball si besoin. Le profil est intriguant, je dirais. On peut le critiquer pour ses choix balle en main, qui sont parfois un peu étranges. Il perd beaucoup de ballons. Pour vous dire, il a plus de pertes de balles en moyenne par match que de passes décisives. C'est jamais un très bon signe. Pour autant, c'est un bon joueur d'équipe, qui va faire les efforts, qui va essayer de défendre, et qui va get buckets. Et c'est sûrement dans ce rôle de scoreur qu'on va l'attendre. On a le 3 points qui pêche un petit peu encore, même s'il tourne quasi à 34% sur cette tentative, donc il n'a pas peur d'en prendre. Pour l'instant à Utah, on a Jordan Clarkson, mais Keyonte peut venir lui prendre sa place dans les années à venir. Numéro 17 de cette draft 2023, Jalen Hood-Schifino. C'est un garde assez grand, assez costaud, qui a une vraie appétence pour le pick and roll. Il fait de très bonnes passes pour trouver ses coéquipiers dans le bon tempo. D'ailleurs, si vous voulez mater quelques highlights, il y a des passes bien flashy. J'aime vraiment sa capacité à pull-up mid-range, même si de temps en temps, c'est vrai qu'il pourrait aller encore plus vers le cercle. Après, il n'est pas non plus super explosif, donc ça doit jouer aussi. Et je vous le dis, je pense qu'il aura besoin de ça pour passer un cap offensivement. Comme pas mal de joueurs qu'on a déjà mentionnés, c'est beaucoup trop inconstant à distance pour le moment. Après, je me dis qu'au vu de sa réussite à 4-5 mètres, on peut être optimiste. C'est un défenseur que je trouve sous-coté sur l'homme, que tu peux envoyer en mission facilement sur le meneur adverse. Après, il faudra voir ce que ça donnera sur des mecs un peu plus grands que lui. Il peut faire penser à du Jrue Holiday à certains moments. En tout cas, je lui souhaite de devenir un aussi bon défenseur, parce qu'il a un bel avenir devant lui si c'est le cas. Pick 18, c'est le deuxième plus vieux drafté de ce premier tour, Jaime Jaquez Jr. Sorti de UCLA, première chose qu'on remarque chez lui, c'est sa moustache. Ah, il peut faire pâlir Hector Bellerin ou un jeune Steven Adams. Non, sans déconner, un senior comme lui, tu sais ce qu'il va t'apporter. On a sous les yeux un scoreur assez polyvalent avec un gros footwork et un super mi-distance. On sait que Miami en a cruellement besoin, que ça a été un point compliqué en playoff et il va faire du bien. Malgré ses 4 années à l'université, on a peu de certitude sur son tir à 3 points qui reste inconstant et majoritairement basé sur du catch and shoot. On a eu des saisons proches des 40% et d'autres en dessous de 30%, à voir avec la range NBA. Et autre problème qu'on peut mentionner, c'est le rôle qu'il avait à UCLA. Gros usage rate, beaucoup d'ISO, beaucoup de ballons entre ses mains. Là, il arrive dans un contexte où son but c'est se fondre dans le collectif. On verra, c'est un garçon intelligent, mais il va falloir se mettre au service de l'équipe. Après, c'est toujours pareil, il arrive sur ses 23 ans, pour la contribution immédiate, c'est top. Sur le long terme, je sais pas. Nos amis les Warriors ont pris Brandin Podziemski avec le choix numéro 19. Il évoluait à Santa Clara cette saison, c'était le cas aussi de Jalen Williams l'année dernière, une université qui commence vraiment à devenir de plus en plus sérieuse niveau basket. Podziemski, c'est quoi? Eh bien, on a un poste 1-2 avec un gros QI basket qui se ressent des deux côtés du terrain. En attaque, il score beaucoup, il sait faire des passes, je dirais qu'il fluidifie bien le jeu de l'équipe. Le shooting est assez incroyable avec 44% de loin cette saison sur 6 tentatives, donc c'est un mec ultra dangereux. Mais même en se rapprochant du panier, franchement c'est complet. Flotteur, mid-range, lay-up, il y a un peu de tout.
Et comme je disais, en défense, il y a quelques bonnes séquences. Mais de ce point de vue-là, il a plusieurs besoins. D'une part, faut travailler son corps. Pour l'instant, il peut défendre des 1, des 2 pas trop grands, et sur des ailiers NBA, impossible. Et d'autre part, il doit travailler ses appuis et son explosivité en 1 contre 1. C'est valable en défense, mais aussi pour l'attaque, où pour le coup, le démarrage est parfois compliqué. C'est un joueur que tu aimerais mettre dans un rôle à la Donte DiVincenzo, défensivement il n'est pas encore prêt. Mais de l'autre côté du terrain, je trouve que ça ressemble au jeu d'Austin Reeves, donc à la limite ça peut être sympa. Drafté en numéro 20, en direct de Villanova, Cam Whitmore. Il a vécu une soirée vraiment très difficile. Il était annoncé, allez, au mieux 4ème, vers les places 8-9 dans le pire des cas, et au final il est tombé en 20. Ça a parlé de problèmes de santé, de mauvais workout, mais on n'a pas encore eu le fin mot de l'histoire. Bref, là on a un client. Un monsieur bien large des épaules, bien tanké, physiquement je pense qu'il est prêt. Ça monte au panier avec une facilité déconcertante, et je pourrais même dire que c'est l'un des joueurs avec le plus de potentiel au scoring de cette QV. A voir s'il domine autant physiquement que sur le circuit universitaire, parce que sa marque de fabrique, c'était plutôt de passer en force. Face à de vrais athlètes, on verra si c'est aussi facile. Mais ouais, il a une puissance phénoménale, c'était pas mal en défense où il arrivait bien à contenir son vis-à-vis en 1 contre 1. Faudra voir si ce sera aussi simple contre des mecs plus vifs, mais il y a une base intéressante. Bon par contre, tu lui donnes le ballon, tu le revois plus. C'est un trou noir pas possible. Mais bon après il a 18 ans, c'est compliqué de lui en tenir rigueur. Va vraiment falloir qu'il devienne un peu plus altruiste, sinon ça risque d'être très frustrant pour ses coéquipiers. Il peut travailler aussi un peu le shoot, qui est dans la moyenne mais pas encore élite. Et surtout son jeu mid-range, parce que c'est un joueur tellement fort près du panier qu'il force parfois pour se retrouver proche de l'arceau. Petit comparatif avec un autre joueur, moi ça me rappelle un peu Miles Bridges. Intérieur bondissant et très athlétique, le pick numéro 21, Noah Clowney, est un très sérieux ajout pour Brooklyn. C'est vraiment l'archétype de l'intérieur NBA moderne, avec à la fois des aptitudes d'intérieur, protection de cercle, longueur de bras, défense, mais aussi les petites choses qu'on va voir de plus en plus pour des grands, de bonnes mains et du shoot à 3 points. C'est le genre de profil à la Jaren Jackson Jr. Il est encore très loin d'atteindre ce niveau-là, mais il a quelques traits en commun. Pour l'instant, on l'a vu beaucoup se mettre dans les corners. Les tirs rentrent, pas de soucis. Je me demande plutôt si on pourrait pas avoir un Noah qui trouve d'autres manières de space le terrain. Un petit peu de pick and pop, pourquoi pas. De temps en temps de la création pour lui aussi. On verra bien si c'est un axe de développement. On peut lui reprocher d'être un peu fragile quand il prend le contact. Ça fait beaucoup de fautes et on sait qu'en NBA, contre des joueurs expérimentés, ça peut se payer cash. Pour revenir sur du positif quand même, beaucoup de contres, comme je le disais plus haut, bon au seul et c'est un joueur très bon en second rideau. Si le meneur se fait passer, tu peux avoir la deuxième lame qui attend derrière. On continue avec le choix numéro 22 qui va lui aussi filer à Brooklyn, Dariq Whitehead. Il était annoncé comme l'un des meilleurs prospects du pays avec un potentiel top 5 de la draft, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Il a été embêté par une blessure au pied, ça a beaucoup affecté son temps de jeu et il a plus été remplaçant cette saison. C'est un athlète avec un physique parfait pour un 3&D. Grand, long, costaud, bon défenseur, à ce niveau-là rien à dire. On peut coupler ça à un excellent tir à 3 points, majoritairement en catch and shoot, mais c'est un créateur plutôt correct. Si on se base plus sur ses performances au lycée, en soi on peut même dire que c'est un attaquant assez polyvalent. Mais comme je l'ai dit, on a cette blessure en grosse ombre au tableau. On peut aussi questionner son intelligence défensive. C'est un très bon joueur à mettre sur l'homme, mais quand il s'agit de switcher ou s'adapter au système adverse, ça se complique un peu. Après, en bossant, il pourra devenir ce joueur capable de défendre sur quasi tous les postes. On l'a vu sur des meneurs notamment, où c'était pas ridicule du tout. Je pense qu'il doit tendre vers une carrière à la Harrison Barnes, Mikal Bridges dans le meilleur des cas. En 23, on retrouve le jumeau de Keegan Murray, Chris. Même fac que son frère, même morphologie, encore qu'il a un peu plus un profil intérieur. Et d'ailleurs, cette saison à Iowa, il a vraiment joué ce rôle de petit poste 5. C'est un junior, donc 3 ans à l'université, ça compte quand même quand tu décides de prendre un joueur comme ça. Tu peux te dire que dès demain, il sera prêt à intégrer ta rotation.
C'est un joueur assez à l'aise dès qu'on se rapproche du panier, que ce soit sur des drives, pour sa taille c'est assez fluide, mais aussi au poste. C'est un peu plus un intérieur à l'ancienne, mais il enfonce bien son défenseur, il a des spin moves et une vraie bonne main gauche. Il est capable de rentrer du tir de loin, même si c'est pas là où il m'impressionne le plus. Je vous dirais que son plus gros point fort c'est sa défense. Il tient bien sur des joueurs physiques, encore une fois faudra voir quand il affrontera des gros pivots qui lui rendent 20-25 kg, mais c'est déjà pas mal. Il a une bonne mobilité latérale, globalement même sur des joueurs plus petits il se débrouillera correctement. Côté point négatif, on peut dire que c'est pas le joueur avec le plus haut plafond de cette draft. Il va très bien faire son taf de role player, mais c'est compliqué d'imaginer plus que ça. Le style de jeu est un peu similaire à son frère, ça défend un poil mieux, mais c'est beaucoup moins efficace à 3 points. Je suis très fan du pick 24 qui va partir en direction de Dallas, le Canadien Olivier Maxence Prosper. Il a fait 3 ans à l'université, avec une belle progression chaque saison. Une chose que je peux vous dire déjà, c'est que les stats ne sont pas tonitruantes. Il a un impact qui va bien au-delà des stats brutes. Ça se ressent déjà en défense, où il est super actif, très long et très mobile. Je le vois bien devenir un défenseur que tu peux envoyer sur le meilleur attaquant adverse pour le gêner. Mais on ne peut pas juste se limiter à sa défense. C'est une vraie menace près du cercle, et avec la vision d'un Luka Doncic, il aura des positions de dunk ou de lob, j'en suis certain. Et puis quand il se positionne dans le corner, ça tombe régulièrement dedans. Faudra sûrement bosser cette partie un maximum pour justement profiter des largeurs du jeu de Dallas. Peut faire penser un peu à Dorian Finney-Smith dans l'idée, avec sûrement quelques centimètres en plus. Et autre point un peu touchy, il n'a pas des masses de moves intérieurs en attaque. Et c'est pas encore un si bon protecteur d'arceau alors qu'il a quand même des qualités pour quoi. Choix 25 de cette draft 2023, petite surprise quand même avec Détroit qui s'est jeté sur Marcus Sasser. C'est le joueur le plus âgé de ce premier tour, il a bientôt 23 ans. Sasser c'est un meneur petit format, à la Kemba Walker en plus tanké je dirais. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus un scoreur porteur de balle plutôt qu'un distributeur gestionnaire. Il a un vrai 3 points, catch and shoot, même en sortie de dribble, c'est ultra solide. Et de ce point de vue-là, c'est sûr que ça fera du bien aux Pistons. Quand tu fais 1m85, forcément le problème c'est un peu la défense face aux joueurs beaucoup plus grands. Si ça switch, ça risque d'être difficile, mais il n'est pas non plus si ridicule. Il se donne à fond, il lit bien le jeu, il y a pas mal d'interceptions, c'est ok. Je le trouve pas super explosif pour sa taille, et je sais pas si c'est uniquement à cause de ça, mais c'est un athlète aussi moyen. Et dernier truc, il a eu quelques petits soucis de blessure durant son cursus, donc à surveiller. Troisième pick d'Indiana dans ce premier tour, avec la sélection de Ben Sheppard en 26. Tout comme sa sœur, c'est un senior qui a gravi petit à petit les échelons et qui a su s'imposer comme le leader de l'équipe de Belmont ces 2 dernières années. Belle petite gâchette que les Pacers ont su trouver, avec 41,5% de réussite à 3 cette saison. Il a bien progressé dans ce domaine, parce que c'était pas spécialement son fort quand il a débarqué à l'université. C'est surtout grâce à ça qu'il pourra avoir un rôle dans la rotation d'Indiana, mais il a plein d'autres qualités. C'est un guard qui a un super sens de la passe, qui pourra de temps en temps prendre la balle en main et jouer sur pick and roll. C'est un défenseur correct dans l'ensemble, qui lit bien le jeu, même si c'est pas quelque chose que je mettrais en avant chez lui. Dans les trucs à travailler, il y a évidemment le scoring intérieur, son premier pas que je trouve lent. Et un autre point, Belmont, c'est pas le plus gros programme du pays, donc ses adversaires c'était souvent des joueurs de seconde zone, et malheureusement, on n'a pas pu voir ce que ça donne face à des compétiteurs plus féroces. Encore un joueur qui a bien perdu par rapport aux prévisions du début de saison, on va parler de Nick Smith Jr. Pick 27, c'est un joueur qui avait une énorme cote en sortant du lycée. On s'attendait à une belle saison de sa part, malheureusement, blessure au genou, ça l'a fortement diminué toute l'année. Son jeu, c'est énormément de tirs pris loin du panier. Du catch and shoot à 3, où il est pas mauvais d'ailleurs, du mi-distance, de la création pour lui. Mais problème, il a tourné à 37% de réussite au tir sur la saison. On voit qu'il est doué pour réussir des tirs difficiles, et c'est là où je trouve qu'il peut progresser. Se concentrer un peu plus sur les choses simples, arrêter les step back à tout va, etc. C'est un problème de prise de décision au global, je dirais. Il y a des phases très intéressantes, en défense surtout, avec sa longueur de bras qui aide vachement,
mais il y a des petites zones à améliorer, notamment prendre un peu de poids. Il était annoncé comme un scoreur 3 niveaux, maintenant il va falloir rattraper cette saison ratée et montrer que tu as les capacités pour contribuer dans une équipe NBA. Il y a du Jordan Poole avec ce côté défensif en plus. Après, est-ce qu'on aura le droit au Jordan Poole saison rookie, absolument dégueulasse, ou le Jordan Poole Playoff 2022? À voir. On arrive bientôt au bout, 28e place pour Brice Sensabo. 1m98, 107 kg, une saison vraiment très impressionnante au scoring. C'est plutôt un ailier hyper tanké, avec de très bons arguments pour venir choper une place dans la rotation. Et j'ai même envie de dire que s'il se développe bien, il a l'étoffe pour être bien plus que ça. Son atout majeur, comme je l'ai dit juste avant, c'est sa capacité à scorer dans n'importe quelle situation. Que ce soit des shoots compliqués, du 3 en catch and shoot, des drives près du cercle, peu importe. Franchement, purement au niveau scoring, on peut pas lui reprocher grand chose. La palette est ouf. Après, ça reste un joueur qui fait très peu de passes décisives. C'est pas forcément ce qu'on lui demandait, mais quand même. Là où je trouve qu'il doit le plus progresser finalement, c'est en défense. Quand on voit son physique, il a tout ce qu'il faut, mais il est vraiment très naïf et il fait des choix incompréhensibles. C'est surtout ça, sa clé d'entrée vers la NBA. Montrer qu'il peut garder ce niveau de scoring tout en devenant un défenseur plus intelligent et moins focus sur le ballon, le ballon, le ballon. Il y a un peu de TJ Warren en lui. Choix numéro 29 de cette draft NBA 2023, Julian Strouter. Un peu comme Marcus Sasser ou Ben Sheppard, là on retrouve un joueur qui a passé plusieurs années à l'université et qui va pouvoir servir dans un rôle bien précis. C'est un arrière, gros shooter à distance qui peut avoir un impact direct à ce niveau-là. La mécanique est fluide, rapide et on a vu des séquences où quand il est chaud, il devient super difficile à arrêter. Il y a finalement assez peu de création pour lui-même, on va rester majoritairement sur des tirs qui proviennent d'une passe. Et dernier atout que je mettrai en avant, il a un super flotteur qui peut lui offrir d'autres possibilités que juste le tir à distance. Ça se complique un peu quand on arrive sur sa défense. Il n'est pas très rapide latéralement, c'est une cible de mismatch assez facile et il est assez maladroit. Il y a un petit bout de drive encore à polir, il arrive tout doucement sur ses 22 ans, donc il faudra voir s'il a encore une marge de développement. Ah oui, et niveau comparaison, Jordan Poole encore une fois ça le résume pas mal. On va finir avec le dernier choix de ce premier tour qui appartenait aux Los Angeles Clippers et avec lequel ils ont pris Kobe Brown. C'est un poste 3, très âgé, qui a fait un cursus complet à Missouri, un excellent shooter à 3 points, on y reviendra juste après, et plus globalement un joueur porté sur l'attaque, avec une bonne prise de décision et une finition près du panier vraiment sympa. Moi je resterai assez prudent sur son tir de loin. Sa saison a été fantastique, 45% derrière l'arc, mais on reste sur 3 tentatives par match, et ces autres années à l'université, on était sur du 20, max 25%. Est-ce que c'est une anomalie ou alors est-ce qu'il s'est vraiment trouvé un shoot tardivement? À voir. Si ça venait à rester comme ça, on pourrait avoir un joueur à la Desmond Bane en plus grand. Il a un physique bien taillé qui lui permet de défendre de manière constante avec la possibilité de switch de temps en temps. Et surtout, je trouve qu'il a une bonne capacité à venir en aide. À part ça, c'est pas un gros joueur de 1 contre 1, plutôt un mec qui va être en bout de chaîne pour finir les actions. Il y aura un peu de travail pour ne pas dépendre tout le temps des autres. Enfin, 2-3 petits noms en mention honorable que je vois bien réussir dans la ligue au-delà du premier tour. Leonard Miller pour Minnesota, qui est un joueur grand avec un beau petit bout de tir à développer et un profil athlétique assez incroyable. Jordan Walsh à Boston, super défenseur qui peut switch sur pas mal de monde. Un joueur intelligent qui fait des super coupes vers le panier, mais un tir extérieur pour l'instant très moyen, à voir ce que ça donnera. Et puis on a eu 2 Français au second tour, avec Ryan Rupert et Sidi Sissoko. Donc pareil, hâte de voir ce que ça va donner et s'ils vont pouvoir obtenir un contrat, parce qu'il y a des belles petites perspectives d'avenir. Voilà qui conclut cette grosse vidéo. Je crois que ça doit être la 4e année qu'on le fait, un truc comme ça. Franchement, je trouve ça génial. On peut commencer à regarder tous ces joueurs-là avant leur arrivée dans la ligue. Ils vont pas tous percer malheureusement, mais dans le tas, vous allez voir, il y a sûrement soit un MVP, soit un MVP des finales, un défenseur de l'année, et c'est quasi impossible de le savoir à l'avance.
Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire qui selon vous sera le rookie de l'année, celui qui va être un bust et au contraire qui sera le style de cette draft. Quand on reviendra dans quelques années, ça pourrait être sympa de voir qui avait vu juste avant tout le monde. Rookie de l'année, à titre perso, je vais mettre une petite pièce sur Victor Wembanyama. Le bust, je dirais Anthony Black. Et le style de cette draft, si ça se passe comme prévu, je vois bien une belle carrière pour Dariq Whitehead. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.